Laisse béton! Le monde rural porte en lui une partie des solutions à la crise écologique que nous traversons. Peut-être en avez-vous l'intuition, vous qui rêvez de quitter la ville pour aller vivre au vert. L'invité de cet épisode, lui, en est fermement convaincu. Il s'appelle Henri Landès, il a une solide expérience dans le domaine de la transition écologique. Il est auteur, enseignant à Sciences Po et à HEC, et enfin il dirige Landestini, l'association en faveur du retour à la terre qu'il a co-créée. L'idée percutante que défend Henri dans son dernier ouvrage est la suivante. La solution au problème écologique aujourd'hui est de modifier la répartition de la population sur le territoire français en repeuplant les campagnes. Carrément. Quand on voit le parcours d'Henri, on se dit que rien ne prédisposait ce franco-américain, élevé dans de grandes métropoles américaines, à mettre son énergie dans la promotion de la ruralité française et encore moins à s'installer en famille dans une ferme du Massif central. Mais quand vous entendrez sa connaissance étayée des sujets liés à la transition écologique, le récit des rencontres qui l'ont encouragé à entamer sa transition personnelle, et surtout l'alignement qui transparaît de son propos, alors vous comprendrez sa trajectoire si singulière et son engagement. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Amélie. Bonjour Henri. Merci d'accepter de répondre à mes questions. Je suis ravie de vous avoir devant moi. Moi aussi. Henri, vous avez écrit un livre qui est sorti avant l'été, je crois, 2022, qui s'appelle « Repeupler les campagnes ». Le sous-titre, c'est « Comment organiser l'exode urbain pour répondre à l'urgence écologique ». Et dans cet ouvrage, vous soutenez la thèse assez ambitieuse, je trouve, on va en parler, que la solution au problème écologique aujourd'hui est de modifier la répartition de la population sur le territoire français. Alors, est-ce que, sans rentrer forcément dans les grands détails, vous pourriez la développer en quelques mots? Oui. Si nous repeuplons les campagnes, pas dans une dynamique de juste faire des enfants à la campagne, c'est pas du tout l'objet du livre, effectivement, c'est pour ça que le sous-titre il est important, comment organiser un exode urbain. Je pense que nous aurons une population qui est à la fois plus dans l'éco-responsabilité réelle, concrète, et une population plus heureuse, parce que nous sommes dans un déséquilibre de là où on vit, qui contribue à des pollutions diverses, de l'air, des sols, de l'eau, sonores, visuelles, qui font que aujourd'hui nous avons des villes en grande partie très denses, très grandes, et des personnes qui subissent ces pollutions sans même avoir le temps de s'en rendre compte au quotidien d'ailleurs, juste de ressentir un stress qui monte. Et ce qui est très révélateur de ça, c'est imaginez toutes les fois où vous entendez des citadins dire « Ah, je pars prendre l'air, j'en peux plus » quand on arrive proche des vacances. Et d'un autre côté, des campagnes qui, même s'il y a cette tendance de on veut vivre au vert, on veut plus d'espace, c'est plus calme, ça me fait plaisir. La réalité, c'est que les communes rurales, qu'elles soient profondes dans la ruralité ou qu'elles soient proches aussi de zones urbaines, j'observe une tendance toujours à des services publics qui disparaissent, des écoles qui luttent à rester ouvertes, des entrepreneurs qui ont des idées mais qui sont pas toujours sûrs de pouvoir mener leur métier, des petits commerces surtout qui ferment sans repreneurs et des agriculteurs qui diminuent en nombre chaque année. Et cette juxtaposition rend flagrante le fait que nous avons une pollution qui est lourde quand même et diverse sur notre population, qui est liée à nos activités. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette pollution. Il n'y a aucune personne qui souhaite continuer à vivre dans un manque d'éco-responsabilité. Tout le monde est d'accord. Le sujet, c'est, mais on n'arrive pas vraiment à le faire et je ne sais pas où commencer. Alors, je ne dis pas que c'est une panacée de retourner à la campagne, mais ce qui est sûr, c'est que quand j'ai moi-même quitté la ville pour vivre à la campagne,
Du jour au lendemain, et ça j'insiste, du jour au lendemain parce que on a tendance à se dire oui mais ça prend du temps et c'est long. Du jour au lendemain, j'ai pu modifier de manière pérenne mes comportements. J'ai pu augmenter tous les jours et constamment mes connaissances pratiques sur la transition écologique et comment la faire, et pas juste comment la connaître, mais comment la faire. Et j'ai pu aussi me rapprocher de personnes qui avaient des connaissances pratiques bien plus élevées que les miennes. Et je suis devenu maintenant très attaché à combiner la connaissance pratique avec la connaissance théorique. J'étais avant dans le discours et dans la recherche et dans l'enseignement de plus la politique et la théorie de la transition écologique. Et je suis maintenant beaucoup plus dans le faire de la transition écologique. Et j'insiste sur le fait que je n'ai jamais été aussi heureux que dans ma nouvelle vie. Effectivement, vous expliquez dans votre livre que donc vous êtes né, vous avez grandi aux États-Unis dans de très grandes villes, de l'hyper-métropole. Donc rien ne vous prédestinait à vivre dans le Massif central où vous êtes aujourd'hui. C'est peu de le dire. Est-ce que si on vous avait dit, je sais pas, 15 ou 20 ans, qu'un jour vous défendriez la vie dans le monde rural français depuis une ferme du Massif central, est-ce que vous l'auriez cru? Non. Pas du tout. J'aurais éclaté de rire. J'ai grandi à New York. Je suis né au 17e étage d'un bâtiment où on avait vu sur le Empire State Building. Empire State, si je le dis avec l'accent français, là, j'aime bien me la ramener quand je peux parler en anglais. Hein. Bon, c'est aussi du plaisir. Hein. Ça me rapproche un petit peu des États-Unis que j'ai quittés. Mais l'Empire State Building, je le voyais de l'appartement. Et ensuite, j'ai grandi à San Francisco à partir de l'âge de 6 ans. J'ai vécu 10 ans à Paris. J'adore les grandes villes. Dans ce podcast, je dirais maintes reprises, j'adore les villes, j'adore comment l'activité est très diverse. J'apprécie souvent l'anonymat. J'aime beaucoup la diversité des activités, surtout la quantité d'activités, et j'aime beaucoup aussi le patrimoine bâti de nombreuses villes. Paris est une ville incroyable. New York, complètement une architecture différente, mais c'est magnifique cette ville. L'âme de ces territoires sont incroyables. Et donc, je ne dis pas du tout les villes n'ont pas leur place demain, et le citadin, qui d'ailleurs est très attaché à rester citadin, est critiqué dans mon ouvrage, pas du tout. Je dis au contraire qu'il faut continuer à faire évoluer les villes et les préserver aussi, pour qu'elles deviennent à la fois plus végétalisées, moins polluées, avec des activités aussi plus en circuit court, pour qu'elles deviennent soulagées aussi, et capable de s'adapter au changement climatique, mais qu'une bonne proportion de la population urbaine aujourd'hui peut être à la campagne, et nous devons le faire. Et donc, est-ce que j'étais prédestiné à être dans le Massif central? Pas du tout. J'ai été extrêmement enchanté par la découverte de la ruralité française depuis une petite dizaine d'années. J'ai découvert qu'il y avait une souffrance dans le monde agricole. J'ai découvert qu'il y avait vraiment une incertitude sur le futur des terroirs français. Quand j'ai vu que ces terroirs, ce savoir-faire humain, le confort financier ou plutôt le bien-être de nombreux artisans et d'agriculteurs à la campagne et de familles à la campagne était menacé, je suis tombé des nues. Parce que je me suis dit, s'il y a une chose aux États-Unis, à l'international, qui est valorisée dans la France, ce sont ces terroirs, ces produits culinaires, son savoir-faire, ce côté rustique dans les produits et dans l'activité humaine, qui est valorisé à l'étranger, qui est valorisé à l'international. En parallèle, évidemment, de la Tour Eiffel. Mais ça reste un symbole. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, alors qu'à l'international, s'il y a une chose avec l'Italie, peut-être, la France et l'Italie sont au premier plan des pays où c'est là où on mange bien, c'est là où ils ont compris l'art de vivre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand je suis allé pour la première fois rencontrer des acteurs du monde agricole? C'était au Salon de l'Agriculture. J'étais au cabinet du président de l'Assemblée nationale qui devait aller au Salon de l'Agriculture, et il n'y avait pas de conseiller sur la politique agricole dans le cabinet. C'est pas une critique, c'est juste pour montrer que c'était pas un sujet explicitement traité par les conseillers, c'était traité par un très bon conseiller en économie qui aussi avait compris que j'avais peut-être une petite fibre là-dessus, et il a dit, Henri, c'est toi qui devrais y aller, parce que quand on a posé la question qui l'accompagne, on entendait des criquets. Expression évidemment, on n'entend pas des criquets à l'hôtel de la Sey évidemment, mais Ouais, je me suis dit, je veux bien y aller.
Quand je suis allé au salon, j'ai découvert ces enjeux. En tout cas, ça m'a permis de me connecter au moins à la réalité des enjeux grâce à des explications et des échanges. Et depuis, je suis devenu passionné par non seulement l'agriculture française, mais tout ce qui a trait à la ruralité française. Et alors que je suis un citadin vraiment historiquement et aussi d'une certaine manière dans l'âme, je suis devenu tellement attaché à cette préservation de la ruralité française, et même j'ai développé une appréciation pour la ruralité américaine, paradoxalement, depuis que je suis dans la ruralité française. Oui, parce qu'il y a aussi il y a des similarités. Il n'y a pas que les mêmes sujets de déconnexion entre la ruralité et l'urbain aux États-Unis, mais il y a des similarités. Et si je peux faire quelque chose humblement pour contribuer à ce que la ruralité revive, les campagnes revivent et deviennent vivantes dans l'avenir, eh bien, je penserais faire quelque chose d'utile. Je pense que des gens peut-être avec votre parcours, il y en a peu évidemment, mais des gens qui sont convaincus dans leur tête qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose qui cloche, et des gens qui décident de faire quelque chose et de consacrer leur vie à ça et leurs efforts et leur énergie à ça, le passage de l'un à l'autre est clairement pas évident. Est-ce que vous sauriez dire voilà, le moment où j'ai décidé que ça basculerait, où j'ai décidé que je dédierais mon temps et mon énergie à ça, où j'ai décidé que j'irais vivre avec ma famille dans le milieu rural, est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui vous a fait passer de l'autre côté? Oui, c'est une bonne question parce que je pense que il y avait un moment très précis et en même temps c'était progressif. Donc pour expliquer d'abord la partie progressive de cette bascule, j'ai travaillé donc à l'Assemblée nationale, à la présidence. J'ai ensuite, ça fait depuis une petite dizaine d'années que j'enseigne dans l'enseignement supérieur, Sciences Po Paris, maintenant HEC Paris, des métiers que j'adore, l'enseignement. Et puis l'associatif, j'ai toujours été c'est là où j'ai été le plus impliqué, que ce soit en tant qu'étudiant, ensuite jeune professionnel, et ensuite j'ai dirigé la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand pendant 1 an et demi. Ce qui était progressif, c'était ce ressenti à la fois, et on n'est pas en train de gagner cette transition écologique, on n'est pas en train de faire une bascule. Oui, je vois de plus en plus d'initiatives et je vois une prise de conscience politique au sens large du terme, autant chez les décideurs économiques, chez les entrepreneurs, les leaders dans le business, les responsables politiques. Oui, la prise de conscience. Mais je ne considère pas du tout qu'on est en train de faire cette bascule. Donc, c'était de la frustration. C'était de la frustration progressive qui augmentait, qui était aussi liée à ma propre démarche. J'avais des responsabilités sur le papier qui étaient, entre guillemets, élevées dans le domaine de la transition écologique. Que ce soit de conseiller une personne très, très, très haut dans la hiérarchie de l'État, d'une part, et ensuite diriger une des fondations les plus connues en France sur l'écologie, je considérais, et j'enseignais aussi dans des institutions où, entre guillemets, on dit que c'est l'élite des étudiants de la France, j'avais une capacité, en tout cas, sur le papier, d'être influent, d'avoir un impact. Mais je considérais pas que j'étais en train d'en avoir un impact à la hauteur des enjeux. C'était pas un sentiment d'impuissance, c'était un sentiment d'être en train de frapper sur le mauvais terrain, de ne pas être là où il fallait et de faire des choses qui étaient vraiment la réalité de la préservation de l'environnement, du soutien aux agriculteurs, du soutien aux petits artisans qui font des choses extraordinaires de leurs mains, mais aussi de leur tête. Et en même temps, ma femme avait aussi ce changement de mentalité progressivement. Elle a vécu une évolution professionnelle dans un autre domaine qui est les médias, mais qui aussi était similaire. Elle présentait d'abord la météo à BFM TV, ensuite elle a présenté l'émission Thalassa, émission qui est une institution française, 42 ans de Georges Bernoux de développement. Donc c'était considéré comme presque un Graal pour elle. Et encore, on était en train de se dire, mais est-ce qu'on est vraiment en train d'avoir un impact suffisant? Est-ce que notre empreinte carbone est suffisamment faible? Est-ce qu'on considère qu'on est vraiment en train d'aider ou de se frotter à ceux qui changent le monde pour le positif?
Et à quelques exceptions près, on était quand même dans une réponse à cette question qui était non. Quand on est arrivé à l'été 2018, on venait de se marier et on était tous les deux en train de, pas se chercher, mais on était dans un tourbillon on mène des projets, on fait des discours, on enseigne, on transmet, on sensibilise, mais on est parti en voyage de noces. C'était certes un long trajet, hein. On est allé en Colombie-Britannique, on s'est permis un long trajet, on en fait très peu par souci de cohérence, mais on est aussi ni dogmatique ni en faible ambition. On est sur les questions de transport carboné, mais donc on est allé en Colombie-Britannique et on est allé faire du woofing sur une ferme qui était tenue par un couple plus âgé que nous, une bonne vingtaine d'années, une ancienne directrice développement durable d'un grand groupe et un ancien trader qui avait décidé autour de la quarantaine ou peut-être un peu plus tard de complètement changer de vie parce qu'ils en avaient ras-le-bol de à la fois vivre hors sol dans le monde du développement durable selon elle dans un grand groupe avec une politique RSE fragilisée, peu de le dire selon elle, et puis un trader qui se disait mais non mais ce que je fais n'a aucun sens pour la société. Et là le déclic il est arrivé. Là le déclic il est arrivé, on s'est dit ils ont fait quelque chose qui nous parle beaucoup. Et qu'est-ce qu'on était heureux dans leur jardin d'Éden qu'ils avaient créé, beaucoup plus grand que notre ferme aujourd'hui, mais eux, ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire et ils étaient constamment en train d'améliorer leur éco-responsabilité, leur connexion à la terre. Et ils étaient tellement dans le bonheur de le faire. C'était tellement concret. Donc, le potager, magnifique, de plus en plus grand en plus. Des produits, quand on les goûtait, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce goût incroyable. Mais les fraises, on allait vendre les fraises aussi sur le marché parce qu'ils faisaient un petit peu de vente. Ils avaient plein d'animaux. Ils consommaient le lait de leurs propres vaches. Ils avaient eux-mêmes, et là c'est intéressant sur la consommation de viande sur laquelle nous sommes tous sauf dogmatiques, et on est vraiment dans l'appréciation des nuances et en soutien aussi aux éleveurs sur ce point-là, mais ils mangeaient la viande de leurs propres animaux. Et quand il m'a expliqué ça, je suis tombé des nues. Il a dit, voilà, vous êtes en train de manger Walter. Walter, il est né ici, il a grandi ici et nous l'avons abattu. C'est l'abattoir professionnel, mais c'est tout resté en circuit très court. Et Walter, on peut en avoir pendant une année, même plus. C'est beaucoup plus logique d'avoir des micro-fermes ou des fermes en polyculture élevage qui pullulent un territoire où on est dans une recherche constante de l'agroécologie au plus sens propre du terme, poussé jusqu'au bout, continuellement en train d'innover sur le plan technique et sur le plan de l'organisation, que de se dire on va remplacer des grandes monocultures, que ce soit de l'élevage ou du végétal, par du végétal protéiné qui en plus va venir de très très loin. C'est ça qui est dommage dans notre société quand on fait des commentaires à la fois sur la transition écologique et du système agricole et alimentaire, c'est qu'on a tendance à toujours réfléchir en remplacement de quelque chose par autre chose. Mais ça amène à rien. C'est quelles sont toutes les démarches pour que d'un point de vue vraiment global et holistique, l'empreinte carbone est non seulement la moins négative possible, mais même la plus positive possible. Et ce couple-là, non seulement entretenait de la biodiversité sur sa ferme et absorbait du carbone à travers les sols bien riches en biodiversité et en matière organique et leur empreinte carbone très positive en termes de consommation, mais il régénérait de la biodiversité aussi. Et aujourd'hui, si je peux simplifier un problème du changement climatique et de la perte du vivant, parce que j'aime bien de temps en temps simplifier les choses et après discuter des aspects techniques au cas par cas, mais les gens sont perdus et anxieux sur la transition écologique parce que je trouve qu'on simplifie pas aussi suffisamment de temps en temps le problème. Mais là, aujourd'hui, on a besoin de permettre à la nature de reprendre ses droits, ce qui veut dire de recréer de la biodiversité en ville, de la maintenir dans les zones rurales et même dans des zones désertiques. On est capable de permettre à la biodiversité de se régénérer et ça va nous permettre d'être beaucoup plus capable de s'adapter aux fortes chaleurs, aux inondations et à toutes les conséquences du changement climatique qui sont irréversibles. Et l'autre problème majeur auquel on contribue en faisant cela, c'est que le fait que la biodiversité s'effondre et que le vivant disparaît, ça nous rend très vulnérables. On a besoin de la diversité des espèces, de la diversité génétique et de la diversité des milieux.
Et ça, il faut prendre plaisir. Et c'est ça, j'insiste là-dessus. Il faut prendre plaisir à se reconnecter avec elle. Et se reconnecter avec elle, selon moi, c'est être plus nombreux à la campagne, parce que là, il y a un peu plus de naturalité, un peu plus d'espace, etc. Et il y en a besoin. Il y a des territoires qui ont besoin de personnes qui reviennent ou qui viennent et qui font cette vie en harmonie avec la nature le plus possible. Aucun dogmatisme dans les modes de vie là-dessus. C'est juste le plus possible, on fait tout ce qu'on peut. Donc, en vivant chez ce couple pendant quelque temps, vous avez vu que c'était possible, que ce modèle-là était possible, et vous l'avez rendu possible pour vous aussi. Voilà, et vous montrez que oui, on peut changer de vie assez radicalement, sans forcément, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, couper complètement les ponts. Vous n'avez pas du tout totalement changé de métier, vous continuez à enseigner, vous continuez à être acteur de votre vie professionnelle, j'allais dire, et en même temps, vous avez radicalement changé de mode de vie, c'est évident. Encore une question, après j'arrête de creuser dans votre vie personnelle, mais ça m'intrigue quand même. Qu'est-ce qui a changé le plus dans votre vie de tous les jours ? Avant, je vivais dans un appartement de 37 mètres carrés avec une toute petite terrasse et on avait peut-être quelques tomates qu'on avait plantées pendant l'été. Ça, c'était ce qui était en ce qui concerne l'entretien et la contribution au vivant dans notre appartement. Et maintenant, on a 450 mètres carrés, 3 hectares, une trentaine d'animaux. Et en termes de diversité végétale, je peux même pas quantifier, parce que dans notre potager qui grandit, qui est certes pas très grand, hein, quelques centaines de mètres carrés, mais il y a un verger aussi, on plante plein d'arbres, on vient de planter 25 pommiers l'autre jour. Donc la plus grande différence, c'est que maintenant je suis vraiment dans une interaction avec du vivant au quotidien. C'est le vivant au sens large et divers du terme. Les gens aussi. Je m'attarderai quelques instants là-dessus. La crainte de personnes qui peut-être veulent vivre à la campagne ou qui se disent non, je suis sceptique, est souvent, mais votre vie sociale et la culture, est-ce que vous en avez? J'ai beaucoup plus d'interactions sociales avec mon voisinage, avec les personnes de ma commune qu'auparavant. Alors oui, je vois moins les amis que j'avais à Paris, mais la réalité, c'est que je les vois quand même très régulièrement, à la fois quand je remonte à Paris, quand je vais à Clermont-Ferrand, quand je vais à Lyon pour le travail, etc. Vous l'avez bien dit, je me déplace régulièrement. J'ai aussi la connexion virtuelle, digitale. Ça me permet d'être en lien au quotidien avec des dizaines de personnes. Donc, en termes de vie sociale, j'ai aucune plainte à exprimer. En tout cas, je me suis pas du tout coupé du monde. Et ça n'a pas vraiment changé. Ça s'est même amélioré. Je pense que, puisque c'est un tout petit peu plus rare, quand je vois les amis, les collègues à Paris, c'est un réel bonheur. Un petit peu comme je mange beaucoup moins de viande quand j'en mange, qu'est-ce que c'est la fête dans ma tête. Donc, pour répondre à votre question, ce qui est très palpable, c'est le vivant dans mon quotidien. Et le fait que j'ai une responsabilité de lui permettre de fleurir et de grandir. J'ai une charge mentale maintenant qui a des choses dedans qui rien à voir avec moi. Et pour autant, je dirige une association avec 17 personnes, 17 salariés, un budget qui grimpe, des projets qui sont de plus en plus nombreux et impactants. Donc, je suis dans l'épanouissement professionnel tout à fait permis par ma nouvelle vie à la campagne. Et ça, c'est à la fois le télétravail, à la fois le présentiel, mais aussi un équilibre de vie que j'adore. Je suis parfois dans le déséquilibre parce que c'est vrai que c'est une nouvelle organisation. Oui, ça me prend du temps. Ça me prend, on va dire que ce vivant me prend quand même minimum 1 heure par jour et la plupart du temps 2 ou 3. Mais c'est lissé sur l'année parce que il y a plein de périodes de l'année où c'est beaucoup moins intense. Cet été, effectivement, nous, on est moins partis, comme on dit en classique. L'été, on part en vacances. C'est vrai que l'été, nous, c'était mieux qu'on reste en vacances à la ferme parce que, surtout avec cette canicule, notre potager, il avait besoin de nous.
le verger aussi, les animaux aussi. Mais par contre, l'hiver, nous, on peut partir entre guillemets sur des petites escapades, un petit peu à contre-courant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré plein de personnes qui travaillent sur des fermes ou qui travaillent dans l'artisanat à la campagne, qui disent j'ai pas trop besoin de partir en vacances, je me sens vraiment bien où je suis. Je ne pourrais pas vivre sans partir, sans me déplacer. Ouais, je suis pas sur la même longueur d'onde qu'eux, mais c'est très révélateur quand même. C'est pas juste une personne qui me l'a dit, c'est des dizaines. J'aimerais qu'on revienne sur votre livre Repeupler les campagnes, dans lequel vous soutenez avec un grand optimisme, mais j'adhère, que l'urbanisation du monde en fait n'est pas une fatalité et qu'on peut renverser la tendance, que les prévisions que nous annoncent comme quoi je crois 3/4 de la population mondiale serait urbanisée en 2050, ça relève pour vous du lobbying, voilà, et de l'idéologie, et que c'est pas, on peut changer les choses. Et vous dites même, vous avancez des chiffres, vous dites que si on s'y met tous, d'ici 25 ans, je crois, 40% de la population française pourrait se trouver dans les communes rurales. Vous proposez d'ailleurs des pistes de solutions, dont, alors, je vais pas tout révéler, mais celle qui me frappe et que je trouve géniale, c'est les 2 services que vous proposez, le service agricole et le service écologique, je crois. Ma question, elle est plus, quelles ont été les réactions à la sortie de votre livre, et en particulier sur le fait que votre discours va clairement à l'encontre de ce qu'on entend, hein. On pense que l'urbanisation du monde, elle est à marche forcée, qu'on pourra jamais l'arrêter. Et vous, l'image qui me vient, c'est, on a l'impression, vous savez, ces personnages de dessins animés qui freinent des 4 fers, là, et qui font plier la route, là, vous voyez le truc. J'ai l'impression de voir ça, en fait, en lisant votre livre. Je me dis, ouais, génial, mais clairement, c'est une utopie, ou vous pensez vraiment qu'on peut y arriver? Oui, c'est vrai que c'est ambitieux, mais j'y crois à 100%. Sinon, je n'aurais pas proposé. J'ai trop travaillé maintenant dans le monde de la transition écologique pour proposer des choses que je considère irréalistes. Donc, je m'impose cette rigueur-là de réalisme. Je suis sûr que si nous nous organisons, nous pouvons avoir 40%, voire même la moitié de la population qui serait rurale d'ici 2050. Et ça, c'est un rythme de migration interne de la population qui n'est pas très éloigné du rythme de l'exode rural qui a eu lieu pendant le XXe siècle. C'est un peu plus rapide, mais c'est pas beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'à une dizaine d'années près, on parlait de flux de la proportion de la population. Donc, disons que c'est un peu inconvénient peut-être dans l'esprit des gens qui vont écouter en se disant mais c'est possible de déplacer une population comme ça, mais la progressivité de 30 ans, il faut vraiment pas négliger les accélérations qui peuvent avoir lieu, les incitations qui peuvent se massifier, les imprévus d'un point de vue subir les conséquences du changement climatique ou de la volatilité du système énergétique économique mondial, qui donc montre notre besoin de renforcer l'autonomie, les savoir-faire d'autonomie, pas juste les matières premières, ou que ce soit dans l'alimentation ou les ressources énergétiques, mais aussi le savoir-faire en termes de production, consommation et d'organisation logistique, pour que nous soyons heureux et performants demain et dans les 30 années à venir. À l'heure actuelle, la production agricole, la production énergétique, même le traitement durable ou le traitement des déchets, la production manufacturière, la transformation des objets ou de la nourriture, ça se fait pas dans les villes. La réalité, c'est que nous avons une énorme partie de la population qui est très déconnectée de l'aspect primaire, à la fois de l'aspect primaire de l'économie, mais juste l'aspect vraiment essentiel de faire fonctionner l'être humain au quotidien. Et donc, se reconnecter à ça, que nous voulions pas, est une stratégie de performance et d'être capable de survivre et d'être heureux, d'être capable de s'adapter dans les 30 années à venir. Et ce que je vois, c'est que ces savoir-faire sont quand même plus aigus, plus constants, plus nombreux à la campagne.
Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas beaucoup de citadins qui ne savent pas bricoler, produire de la nourriture, recycler leur propre... Non, ça veut dire juste que dans les campagnes, ce que je vois, c'est que c'est une pratique du quotidien pour la plupart de la population. Et pas tous, mais la plupart. Et en plus, ils se la ramènent pas. C'est-à-dire que c'est normal. Ils revendiquent pas vraiment l'écologie. Ils revendiquent pas trop être très débrouillards. Et vraiment, il faut qu'on voit ça comme précieux parce qu'on arrive vers la fin, en plus, des générations qui ont vécu dans des périodes très difficiles où la sobriété était imposée. Donc, je vois beaucoup plus de cette capacité de vivre dans une sobriété heureuse, pour reprendre la phrase de quelqu'un à qui nous devons beaucoup de choses, qui est Pierre Rabhi. Mais plus que jamais, c'est important d'y aller. Je ne rejette pas du tout les écrans, le numérique, la technologie qui me sert au quotidien. Mais si tout d'un coup, je devais m'en passer, je suis fier de savoir que je suis aussi sur une trajectoire je saurais de plus en plus me débrouiller et notre territoire saurait se débrouiller. Et je pense malheureusement que on voit les villes dans une optique de transition énergétique et écologique comme une grosse solution, les villes durables. Je n'ai rien contre cela. Il faut que les villes profitent d'une certaine efficacité d'un point de vue concentration de la population et consommation énergétique et transport en commun. En revanche, sur les autres aspects de la transition écologique, c'est-à-dire les circuits courts, le savoir-faire, l'économie de proximité, sur l'agriculture, la consommation durable de l'alimentation, sur le traitement durable des déchets, vivre avec moins d'emballage, vivre avec un petit peu moins de déchets matériels, vivre avec moins d'achats dans le textile, prendre le temps, avoir un peu d'espace pour bricoler, fabriquer soi-même, recycler, connaître aussi les ressources et les matières premières davantage. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nous ancrions nos activités dans du concret aujourd'hui pour que nous comprenions les ressources que nous avons et que nous permettions leur renouvellement. Et pour cela, à la campagne, on est un peu plus doté, sans pouvoir donner des chiffres sur les savoir-faire, parce que les études là-dessus, moi j'en ai cherché pour écrire mon livre. Je peux trouver par exemple plein de chiffres sur le nombre de logements qui sont vacants, sur le nombre d'universités, et de programmes sur les villes durables, etc., versus le quasi l'inexistence de programmes sur les campagnes durables, sur la ruralité. Et ça m'a sauté aux yeux et ça m'a frustré. Et je le décris dans le livre. Mais donc on peut trouver des choses comme ça, mais les études qui vraiment valorisent les modes de vie durables dans les campagnes et sur comment on pourrait avoir un peu plus d'équilibre entre l'urbain et le rural, là j'ai pas trouvé. En France en tout cas. Ouais. Vous parlez de déni de la campagne. J'avais noté cette phrase parce qu'elle m'a beaucoup parlé. Nous vivons en France dans un déni de la campagne et de sa juste place. Oui. Et je trouve que ça fait écho à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que ça a été un non-sujet pendant très longtemps. Oui, vous avez raison de rappeler ça. Premièrement, d'un point de vue politique et institutionnel, on a vraiment officialisé ce déni de la campagne en soustrayant de l'Institut national de la statistique, des études économiques et de nombreux documents d'autres institutions qui avaient trait à l'économie française et à l'aménagement du territoire. On a soustrait le terme ruralité en tant que tel comme ce qui définit un territoire. On a commencé à dire il y a des unités urbaines. Il y a des unités urbaines partout et ce qui est rural, c'est ce qui n'est pas urbain. Heureusement, depuis 2020, ils reviennent sur cette définition de la ruralité qui était si pauvre pendant des décennies. Et en disant la campagne et la ruralité, c'est beaucoup plus que juste une discontinuité de bâti. C'est beaucoup plus que juste une faible population sur un territoire, parce que c'était vraiment ça, c'était les deux principaux critères. C'était la continuité du bâti et la densité de la population. Ce qui veut dire que à un moment donné, on se retrouvait dans les années 80 et 90 à définir des territoires, des petites communes de peut-être 2 ou 3 à 4 000 habitants, qui étaient très peut-être un peu éparpillés en lieux-dits, mais qui avaient quand même un espace qui était un peu plus dense et donc qui correspondait à cette unité urbaine, mais que culturellement n'était pas du tout urbain. Et ce qui reflétait cette idée que le progrès, c'était dans les villes pendant l'exode rural, les 30 glorieuses, le 20e. Et encore aujourd'hui, on pense que le progrès, ça va être plus facile en ville, que ce soit le confort, que ce soit l'emploi, que ce soit la technologie, la recherche, l'enseignement, le développement,
le confort financier, etc. Et je vais à l'encontre flagrante de cela parce que nous avons déjà un besoin de ne pas juste suivre des mouvements parce que ça a été fait auparavant, mais aussi réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux pour notre société et ne pas voir le repeuplement des campagnes ou des campagnes vivantes à société constante. Ce que je préconise, c'est un changement de mentalité sur le fait que la campagne regorge d'innovation, d'opportunités économiques, d'emplois qui ont du sens, et les jeunes et tout le monde d'ailleurs à tout âge cherche vraiment des emplois qui ont du sens, et que l'entrepreneuriat et le bien-être à la campagne, quel que soit le métier, est possible. Et c'est ce que je vois au quotidien, et c'est ce que nous faisons à Landestini. On accompagne des entrepreneurs dans divers métiers liés à l'alimentation, l'agriculture durable, la préservation de l'environnement. C'est un bonheur de voir cela. Dans la sortie de mon livre, je vois un clivage, et c'est très intéressant, parce que ça veut dire que c'est un débat qui mérite d'être plus explicite. Parce que je pense qu'il n'y avait pas eu de débat très explicite sur le lieu de vie comme une solution ou un problème dans le cadre de la transition écologique. Et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que même dans les débats présidentiels, le terme ruralité, campagne, même agriculteur est très très rarement utilisé dans les débats entre deux. Ce que je vois dans les discussions, c'est des personnes qui, de manière assez véhémente, apportent des arguments, mais ça, je trouve ça positif, sur pourquoi les villes sont importantes comme solution, et c'est beaucoup plus efficace d'un point de vue écologique, surtout énergétique. Et d'autre côté, nombreuses personnes qui sont d'accord avec ce que je propose et qui trouvent qu'il faut vraiment creuser et travailler sur cette reconnexion à la campagne et à la nature. Les canicules sont plus fortes dans les villes à cause du fait des îlots de chaleur urbains, de l'artificialisation, du béton. Et donc, à la fois, il faut revégétaliser les villes, mais très rapidement, et massifier à la fois l'agriculture urbaine et la végétalisation. Mais moi, je suis favorable à ce que ce soit de la biodiversité comestible le plus possible, que ce soit pas juste du décoratif qui revient végétaliser les villes, mais aussi du comestible, d'une part, mais surtout aussi préserver les espaces naturels et agricoles dans les campagnes et repeupler les campagnes de populations qui seront ainsi beaucoup plus résilients face à ces fortes chaleurs et à ces inondations, ces événements météorologiques extrêmes qui vont malheureusement s'intensifier à cause du changement climatique. Au-delà de ce que vous venez de partager avec nous, qu'est-ce que vous aimeriez dire ou quels conseils, quels encouragements aimeriez-vous donner aux auditeurs de ce podcast qui sont des citadins qui se posent la question de quitter la ville un jour? Alors vous l'avez fait, on a bien compris, c'est possible, c'est même un changement de vie pour le mieux, de ce que je comprends de votre expérience. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? En particulier, je pense au déclic, c'est la question que je vous posais tout à l'heure. Comment fait-on pour enclencher le mouvement, en fait? Je dirais que déjà, la confiance en son projet est primordiale. De ne pas écouter celles et ceux qui vont apporter plutôt de la critique qui n'est pas constructive. Tout projet ambitieux a besoin de confiance et je dirais même de foncer. Donc je suis dans l'encouragement total. Et les mentalités changeront aussi quand on voit que c'est possible, mais souvent on pense pas que c'est possible avant que c'est fait, de l'extérieur, et même parfois de l'intérieur. Et donc même l'entourage très proche, j'ai eu un petit peu de scepticisme. Donc je rassure celles et ceux qui pensent avoir beaucoup de scepticisme autour d'elles. C'était le cas pour nous aussi, et nous sommes tout de même soutenus aujourd'hui. Et petit à petit, nous faisons fonctionner cette transition personnelle et notre contribution à la transition écologique. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.